malgré la guerre, les marchés financiers restent confiants dans l'économie israélienne. Le ministère des Finances publie des réformes intéressantes pour les concitoyens. Et enfin, l'autobus autonome en Israël a démarré. Vous le connaissez, il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie et comme chaque semaine, il commente ce qui a buzzé dans la presse économique. Et pour commencer, cher Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va parler des conséquences économiques de l'opération Flèche du Nord. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom de l'opération qui se déroule actuellement au Liban. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence ? Qu'est-ce qu'on a déjà cette semaine, depuis le début sûr. de la semaine où ça a commencé. Alors, je dis toujours, il faut regarder qu'est-ce qu'ils font les marchés financiers. La bourse en Israël, depuis qu'a commencé justement cette opération du Nord, est assez euphorique. Elle a augmenté à près de 2-3%. Elle a augmenté. Donc, et on s'attendrait le contraire, parce qu'au début de la guerre qui a eu en octobre, elle avait baissé très fortement, de 30%, je crois même, en quelques jours. Alors que là, elle a augmenté, je dis bien 2-3%, déjà, et elle avait déjà, bien entendu, rattrapé son retard et même fait des gains depuis le début de l'année. Donc, c'est à voir. Il faut, deuxièmement, le shekel. Toujours, c'est aussi le sisme, comment dire, de voir s'il y a un tremblement de terre ou pas, de voir la réalité, parce que si c'est cool, ça veut dire que les gens, les investisseurs étrangers auraient peur ou des choses de ce genre. Et qu'est-ce qui se passe? Point de vue dollar, c'est ça qui intéresse la Banque d'Israël. Le shekel, c'est d'ailleurs un peu renforcé. Il est autour de 3,75, alors qu'il avait monté jusqu'à 3,80. Donc, le shekel est très stable et l'euro monte très fort par rapport au dollar. Et par rapport au shekel, il reste toujours autour de 4 shekel 20. Donc, on voit stabilité aussi sur les devises. Alors, il faut réfléchir pourquoi. Alors, et moi, j'ai vu cette semaine d'ailleurs, il y a eu des renseignements économiques, des données qui ont été données, et c'est très intéressant parce qu'il faut voir quel environnement économique on a. D'abord, les derniers chiffres sur le chômage sont passés 2,6%. C'est vraiment un record à la baisse. Maintenant, effectivement, il faut prendre avec prudence ce chiffre parce qu'il y a évidemment des gens qui pour l'instant ne se disent pas être au chômage parce que malheureusement ils sont en milou ou à l'armée. Mais même quand même, malgré cela que ça dit pas tout, c'est quand même un bon chiffre, 2,6%. Maintenant, la balance des paiements, justement, c'est ça qui a une importance sur la force de la devise, elle est positive. Les derniers chiffres donnent 5 milliards de dollars, c'est-à-dire tout ce qui rentre en Israël, point de vue argent, des investissements et des choses comme ça, et de l'argent des exportations, n'importe quoi, moins ce qui en sort, ce que les gens investissent à l'étranger, etc., on est positif. Ça veut dire que il y a une confiance dans l'économie israélienne. Et j'ai même vu en gros, l'attaque au Liban a redonné le moral aux troupes. Ça, c'était des chiffres un peu avant, mais ils n'ont pas. Il faut comprendre. Ils n'ont pas baissé. Il faut comprendre ces chiffres. C'est les marchés financiers, ce qu'ils revoient aussi. Ils voient aussi que depuis le début de l'année, Israël, ou en tout cas la dernière année comme ça, c'est marqué 9 milliards de dollars investis par les étrangers en technologie, en la haute technologie. Le 3e pays mondial. Israël, ça m'a beaucoup étonné, est le 3e pays pour ça. Donc, encore une fois, la haute technologie israélienne est toujours demandée, et ça aussi, ça joue sur les éléments dont nous avons cités. Alors, ça, c'est l'environnement économique. Qu'est-ce qu'il a fait également le ministre de l'économie, Barkat? Vu ce qui se passe, il a fait, après que le gouvernement ait d'ailleurs dit qu'il y a en hébreu, matzav meyuchad, une situation particulière. Ouais. Ça permet d'abord, même dans tout Israël, ils ont dit, pas seulement ce qui se passe au nord ou au sud, ils ont dit tout Israël est là-dedans. Pourquoi? Ça permettra dans le cas où, comme ça s'est passé mercredi où il y a eu une attaque sur Tel Aviv, que de dire même aux gens qui doivent aller travailler, qui peuvent pas le faire ou des choses comme ça, alors vous serez indemnisés ou l'État va pouvoir vous indemniser. S'il n'y a pas de part du gouvernement de dire que tout Israël est comme ça posera des problèmes après pour l'indemnisation. Donc c'est très très bien qu'ils ont fait ça. Là-dessus aussi, le ministre de l'économie, au début de la semaine, a réuni avec ce qu'on appelle en hébreu Pikoud HaOref. Souvent les gens ici ont entendu le mot, ça veut dire ceux qui sont partis, la défense civile. En vérifiant que surtout dans les parties du Nord, même élargies, d'abord,
voir que même à plus de 5 kilomètres, il y a ce qu'on appelle devant les entreprises migunites. Migunites, ça permet de protéger les usines et pour les gens d'aller travailler. Également, il a vérifié, ça c'est très important, que les stocks dans tout le pays de nourriture sont bonnes, qu'il y a une possibilité de mobilité pour les envoyer partout. Et il a vérifié, en dernière chose, il y a 500 super dans les régions du Nord qui sont des régions plus affectées, qui s'appellent supermarchés de fer, comme je l'ai dit, ou qui restent toujours ouverts. Et ça, il a vérifié que c'est en place et que ça pourra marcher au cas où il y aura un besoin. Donc, on peut être tranquille, la population peut être tranquille, que point de vue économique, tout a été mis pour que cette période qu'on espère très courte se passe bien. Ok, bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On va continuer avec des projets de réforme qui vont bien sûr nous concerner à tous, nous citoyens d'Israël. C'est le ministère des Finances qui a publié certaines réformes. Est-ce qu'on peut les détailler, Daniel? Oui. Alors justement, il y a en Israël ce qu'on appelle Chok HaEsderim, c'est-à-dire c'est une loi de réforme, comme vous l'avez dit, qui accompagne le budget. Ça permet de faire certaines réformes de façon extrêmement rapide, au lieu de le faire dans des commissions, ça peut durer des mois et des mois. L'idée était de dire, pour qu'on puisse faire ce budget, alors on a besoin de ces réformes. C'est en vérité une façon pour le ministère des Finances de faire des réformes rapides. Mais ils essaient d'en proposer pas trop, parce qu'il y a un problème législatif là-dessus, vous comprenez bien, parce que il doit y avoir discussion quand même sur ces sujets-là. Mais je ne sais pas tout ce qui se passera, mais je voudrais te dire 2 ou 3 projets qui ont nous été impacter, c'est sûr. Voilà, et qui ont été publiés en tant que brouillon par le ministère des Finances. Ça peut nous donner comme un renseignement. Et ensuite des choses qui à mon avis passeront. La première chose, privatisation du dernier port maritime en Israël qui n'est pas privatisé, Ashdod. Quel est l'intérêt? D'abord, ça va donner de l'argent à l'État, et donc ça va. Eux, ils disent que quelque chose qui est privé est donne plus d'argent et plus effectif que quelque chose qui est public. C'est l'idée du capitaliste. Mais enfin, et ça, à mon avis, peut-être les syndicats locaux ils font des problèmes, mais il y a des chances que ça se fasse comme ça se fasse dans les autres choses. Une autre chose, puisqu'on parle également de privatisation et de société publique, maintenant, il y a les ministres qui sont chargés des entreprises qui sont publiques, qui sont en dessous d'eux. Ça peut arriver, des entreprises privées, c'est-à-dire des entreprises publiques, mais qui sont sous leur charge, que ça soit dans la défense ou dans d'autres choses, ont le droit de dire « je veux que tu donnes des dividendes, je veux pas que tu donnes, etc. » Et là, ils veulent que ça soit uniquement le directoire de l'entreprise qui fasse ça. Régulariser le versement des dividendes. Exactement. Le faire moins politique. Ça, je ne sais pas si ça passera. C'est une question politique. Troisième chose qui, à mon avis, oui, passera. Il y a la taxe super profit sur les banques. Déjà, 2024-2025, Smotrich, contre l'avis de la Banque d'Israël et contre l'avis des banques, et leur a dit que vous avez énormément gagné à cause des taux d'intérêt qui sont élevés, et d'ailleurs trop élevés, et on veut vous faire participer. Alors cette taxe super profit, c'est plutôt une bonne chose, elle va bénéficier à qui? Elle va être redistribuée, comme c'est une taxe, c'est un impôt, donc elle va être redistribuée au public, et ça va pour le budget, ça fera que le budget qui a quand même des problèmes de déficit sera moins un déficit. Pour 2024-2025, ça a déjà été voté pour ça, et 2026, ils veulent le continuer, 2,5 milliards de shekels. Maintenant, immédiatement, la Banque d'Israël dit qu'elle veut pas, mais à mon avis, il y a des fortes chances que ça passe parce que c'est populiste, parce que de toute façon, c'est pas ça qui les empêchera de bien gagner. Donc ça, je pense. Alors, qu'est-ce qui est la chose, je dirais, le plus intéressant pour les gens? C'est l'idée de faire une semaine scolaire à 5 jours. Semaine scolaire à 5 jours, un rêve. Un rêve. Jusqu'à maintenant, surtout pour les Français qui sont venus, il n'y a pas de dimanche ici. Et alors, ce qui fait que... Non, mais surtout pour les enfants, parce qu'ils ont des emplois du temps parfois chargés. Alors, ça dépend dans quel genre d'école ils sont scolarisés, mais ceux qui ne terminent pas à 1 heure ou à 2 heures, ceux qui sont dans des écoles qui terminent plus tard et qui ont cours aussi le vendredi, c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué aussi pour les parents, parce que vous avez parlé ça s'est fait ce qu'on appelle en hébreu tsaronim. Après les grandes manifestations des gens dans les années 2010, ils ont fait ça. Je sais que moi, en tant que parent, j'étais beaucoup plus dur à jongler avec ça que maintenant je vois mes propres enfants le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que comme si ça se fait, ça sera une bonne révolution. Ça permettra surtout, point de vue économique, de gens de plus, peut-être d'aller même plus travailler ou différemment. La seule chose que je veux dire là-dessus, bien entendu, à mon avis, ça, et ils le disent, ça va dépendre
des syndicats des Bien sûr. enseignements. Mais ce sera le vendredi que les enfants n'auront pas cours, apparemment. Et la journée, peut-être avant, sera un peu plus longue. Dernière vraiment Alors, information à ce sujet que je voulais dire, parce que ça serait un rêve. Ils disent qu'ils veulent permettre dans chaque municipalité, je sais pas ce qu'ils appellent Rechutes, à mon avis, c'est des grandes municipalités, de construire 15 000 appartements de façon extrêmement rapide et qu'ils donneraient là-dessus des subsides aux promoteurs, à la ville, et aller plus vite, mais je sais pas si ça va se faire. C'est à voir. Alors, on va continuer avec une autre nouvelle assez, on va dire, impressionnante. Alors, on a déjà vu ça aux États-Unis, bien sûr, mais pas encore en Israël. Je parle de quoi? Eh bien, des autobus sans conducteur. Mais oui, on y est. Apparemment, ça a déjà été mis en fonction. Tout à fait. D'abord, vous avez dit aux États-Unis, d'après ce que moi j'ai lu, c'est ce qui existe aux États-Unis, c'est des taxis sans conducteur. Il y a plusieurs choses. Mais ils disent que c'est une première mondiale, que c'est un autobus autonome. Alors, peut-être l'article que j'ai lu est faux. Non, mais, alors, ok. Mais en tout cas, eux, ils disent, c'est vraiment quelque chose on est les pionniers dans le monde à ce sujet. Où c'est? À Nahariya. Il y a un canyon. Donc, un canyon, c'est un grand centre commercial. La première station sera là-bas, et la dernière, est là-bas aussi. C'est prévu sur un chemin de 8 kilomètres. Ça a déjà commencé il y a quelques jours, le pilot. Alors, comment ça marche pour l'instant? Les gens montent dedans, etc. Alors, justement, pilot, la première chose qui se passe maintenant, puisqu'on est au premier stade. D'ailleurs, il faut le dire avant de parler des stades, que c'est une association très très intéressante entre le ministère des Transports, l'autorité de l'innovation, Native Express qui est la compagnie du bus, et la société start-up israélienne Imigeri qui donc on a donné les autobus pour ça. Ce sont des autobus électriques qui peuvent contenir jusqu'à 32 personnes, que même des gens qui sont handicapés pourront rentrer. Il y aura une sorte de, ils appellent ça en hébreu rampa, c'est-à-dire, comme on le voit devant une rampe qui leur permettra d'entrer avec leur chaise. Donc ça aussi, c'est fait pour ça. Première étape, il n'y a pas encore de voyageurs, et il y a à côté ce qu'on appelle un conducteur qui conduit pas, mais qui est à côté pour bien vérifier que tout marche, parce que il faut dire que maintenant, c'est quoi la première mondiale? C'est qu'elle le fait dans le secteur public, dans le transport où tout le monde va. Bien sûr. Et c'est 8 kilomètres à Nahariya. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de problème. Ça peut faire des problèmes de Moi, ça me fait peur, personnellement. Alors, justement, première étape, c'est comme ça. Deuxième étape, ils vont permettre, si ça sera satisfaisant, d'après ce que j'ai entendu, c'est oui, ça marche, de mettre des gens dedans, mais il y aura toujours quelqu'un pour vérifier que tout marche bien et qu'au cas où il y a quelque chose qui va se passer, alors qu'on puisse faire. Troisième étape, je sais pas combien de temps ça va durer, ça va dépendre de ce qui se passe bien, mais généralement, ce genre de choses marche assez bien parce qu'ils ont, à mon avis, fait énormément d'expériences avant. Et dans la troisième étape, donc il y aura des passagers, il y aura plus de conducteurs du tout et ça sera complètement autobus autonome. Et ce qui est très intéressant, là-dedans, je veux dire à ce sujet, c'est que la technologie qui a été utilisée permet avec une seule turbine, c'est-à-dire on la branche pour pouvoir, c'est électrique, donc il faut la brancher chaque fois. Et ça va pour 200 kilomètres. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est local pour l'instant, mais en vérité, cette technologie et ce qu'on fait en Israël, ça permettra d'aller même des autobus intervilles. Et bien entendu, quand ça sera mis au point, je sais pas combien de temps ça va durer, mois, années, alors ça permettra quand il y a des grèves de conducteurs ou des choses comme ça, que le public ne soit pas touché. Alors c'est une très bonne nouvelle, on sait que nous sommes le pays de l'innovation, donc on est à moitié étonné. On attend de voir quand même, Daniel. Alors on est bien sûr à la veille de Rosh Hashanah, c'est notre dernière émission pour cette année qui s'achève. Donc la recommandation, Daniel, pour vous, c'est consommons blanc-bleu, même sur la table de Rosh Hashanah. Le miel, on en fabrique en Israël, est d'excellente qualité, donc on paye un peu plus cher, mais on achète du miel israélien, c'est ça? En Israël, la récolte annuelle, ce qu'on fait comme miel, est de 4200 tonnes. Je parle local, d'accord? Bien sûr, en Israël. Les Israéliens consomment 600 grammes par personne par an, dont un tiers pendant les fêtes de Tishri. Juste maintenant, on demande beaucoup de miel pour qu'on ait une bonne année. Il y a 500 personnes qu'on appelle devoraïm, ceux qui s'occupent donc de faire du miel. C'est à partir des abeilles qu'on fait ça en Israël. Et réservatoire de vaches, mais c'est à partir des abeilles. Il y a 120 000 ruches en Israël. Ce sont des ruches qui sont du nord jusqu'au sud. Alors,
49% du miel qui est vendu en Israël local est par Yad Mordechai. Il faut 17 abeilles qui passent leur vie pour faire une petite cuillerée de miel. Maintenant, vous avez parlé du prix. Effectivement, d'après ce que les journaux ont dit, le prix du miel pour Rosh Hashanah a été 1 kilo pour 50 shekels. Et ça, le ministère des Finances a eu très peur pour le portefeuille des Israéliens. Et il a permis de faire une importation massive de miel. On espère que ce ne sera pas comme l'année dernière avec le scandale qu'il y avait eu avec Rami Levy qui avait importé du miel de Turquie, si je ne m'abuse, et qui n'était pas vraiment du miel, puisqu'il y avait du sucre rajouté. Et donc, c'était pas cher, évidemment, pas cher du tout, mais c'était pas du miel. Alors, pas cher du tout. D'abord, on parle de 20 shekels, c'est vrai. C'est moins cher que ça. Exactement pour la raison que vous dites. La première raison, c'est de dire, c'est pas la même qualité de miel. Mais une autre chose, il y a eu, moi je ne comprends pas Israël. Ils ont vu ça avec le ministère des Finances, ils ont vu ça avec les tomates, avec l'ail, etc. Eux, ils disent nous, ceux qui ont fait le miel, j'ai parlé de Yad Mordechai, c'est des gens qui pendant d'autres années ont brisqué leur vie. Mais disons que, en plus, dans cette période, ça ne se discute même pas. Je crois que tout le monde a compris qu'on va dépenser encore on n'en est plus à ça près, quelques milliers de shekels, enfin, en tout cas, centaines de shekels supplémentaires pour avoir, du miel blanc-bleu de Yad Mordechai ou d'autres marques, mais en tout cas des marques israéliennes. Voilà. Alors Daniel, on va juste terminer pour tous ceux qui nous écoutent, pour ceux qui vous suivent, qui vous contactent. On va leur souhaiter une bonne année. Oui, tout à fait. Je voulais d'abord remercier la direction de Kalita qui m'a permis de commencer de faire ces informations. Tout mon but était de permettre aux francophones qui sont en Israël ou dans le monde, d'avoir des informations économiques et une analyse que des fois on n'a pas parce on n'a pas la langue. C'était ça mon but. Je voudrais donc aussi parler de mes chefs de service, que ce soit à Qualitime, au Centre des droits, et mes collègues qui nous permettent vraiment de donner un service très très important dans tous les sujets et aussi par exemple dans mon sujet également à moi dans l'économie-finance. Et effectivement, je voudrais dire que depuis que j'ai commencé à Qualitime, surtout à peu près 2022, où j'ai vraiment reçu des appels. J'en ai maintenant 930 différents, je dis bien. Ça veut dire à peu près 300 nouveaux personnes par an qui viennent me demander. Et qui se font aider par vos soins. Vraiment, bravo, Daniel. Alors, une dernière chose que je voudrais dire et aussi remercier, c'est toute l'équipe de la radio, de la communication, Ephraim Zenou, et également les techniciens. Et tout. Il faut savoir que quand je parle ici un quart d'heure, c'est tout autour, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ça fait des heures. Et donc, je remercie et spécialement vous, Cathy, pour votre gentillesse également et le fait de me permettre de bien exprimer tout ce que je dois dire et les messages que je dois donner. Et dernière chose vraiment, c'est ceux qui nous écoutent, leur remercier. Je sens vraiment un lien affectif avec énormément de personnes qui nous écoutent, qui me font des likes, qui viennent souvent me faire des remarques et des critiques et j'apprécie. Voilà, et ben nous aussi on vous apprécie tous, on vous remercie. Je me joins à Daniel, voilà, en vous souhaitant une excellente année, une bonne et douce année qu'on espère on espère vraiment que ces souhaits ne seront pas vains. Voilà, on souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui se battent encore sur le front. Ils n'ont pas terminé. Voilà, à toutes ces familles qui attendent leurs combattants, aux mamans, aux épouses, à tous les courageux. Voilà, on vous embrasse tous. Et puis, on leur dit, non pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine.